Donc l'entropie, c'est ce qui pose qu'un système dynamique physique, l'univers est un système dynamique physique, inévitablement produit de la dissipation d'énergie qui est irréversible. Ce qui pose d'ailleurs le problème d'une temporalité du cosmos et qui va introduire ce que Eddington va appeler la flèche du temps, qui est une flèche irréversible. Comme cela, l'univers est en constante transformation vers ce que les Américains appellent le cooling, c'est-à-dire le refroidissement de l'univers. Et ça signifie par exemple que le système solaire s'éteindra, que la Terre deviendra invivable, évidemment, mais que l'univers lui-même, indéfiniment, va aller vers sa propre désorganisation, puisque l'entropie, c'est le devenir poussière de toute chose, c'est-à-dire la dissipation de toute chose. Alors, ça, c'est le concept d'entropie. Le concept de négantropie apparaît en tant que tel, c'est-à-dire formulé comme tel, avec Erwin Schrödinger en 1944. Et en fait, d'ailleurs, Schrödinger, au départ, ne parle pas de négantropie, il parle d'entropie négative. Et il dit les êtres vivants, ce sont des réalités locales qui ont une capacité à différer le processus de l'entropie et à inverser le processus, c'est-à-dire à produire de l'organisation. Vous savez que, bien sûr, Lamarck a défini le vivant comme étant organique, organisé, autrement dit. Ce qu'il appelle les organismes, ce sont des matières organisées. Organisées par quoi? Par le processus du vivant et de sa reproduction, qui évolue à travers le temps, qui se complexifie. Donc le vivant, dans son évolution, vers de plus en plus de complexité. C'est-à-dire aussi vers de plus en plus de négantropie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons l'Anthropocène. La prise de conscience de l'Anthropocène, parce que l'Anthropocène n'a pas commencé avec nous, il a commencé il y a bien longtemps, il n'y a d'ailleurs pas un accord là non plus sur la datation du démarrage de l'Anthropocène, enfin grosso modo on peut dire que c'est la révolution industrielle qui est à l'origine de l'Anthropocène, qui est à l'origine de l'Anthropocène. Et qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène? C'est une augmentation de l'entropie. L'entropie physique, dissipation d'énergie qui crée des problèmes chaotiques avec le climat, donc le réchauffement climatique. Deuxièmement, l'entropie biologique, parce que la diminution de la biodiversité, qui est une énorme catastrophe pour l'espèce humaine, est une disparition de négantropie. Donc c'est une augmentation de l'entropie dans le champ du vivant. Et l'entropie informationnelle, puisqu'aujourd'hui, bon, on est dans la post-vérité, on nous dit, en fait, nous sommes tous perdus dans l'information. Et pourquoi? Parce que cette information est devenue anthropique. C'est devenu de la désinformation, en fait. Vous dites que l'Anthropocène, c'est le capitalisme devenu totalisant et fou, installant en cela un totalitarisme qui se dit lui-même smart et soft. L'élimination des détours, le raccourcissement des délais est devenu la règle dans un monde qui, se retrouvant de ce fait sans foi ni loi, se précipite contre le mur du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ce phénomène en cours? Alors d'abord, il faut préciser que là, nous sommes à ce que je considère être le stade final de l'Anthropocène. C'est pas seulement moi qui dis ça, c'est le GIEC. Ce sont les 15 364 scientifiques de 185 pays qui ont signé un appel il y a exactement un an. En disant, ils ont lancé une alerte, un warning, comme on dit en anglais, en disant c'est le dernier avertissement. Si on ne change pas maintenant, c'est foutu. Donc nous sommes à un stade particulier de l'Anthropocène, qui est la fin de l'Anthropocène. Et moi, ce que je soutiens avec Ars Industrialis et Liri et mes amis, c'est que ou bien nous dépassons l'Anthropocène, ou c'est terminé. Et ce sont les scientifiques qui disent cela. Ce n'est pas du tout un discours apocalyptique de je ne sais quel, est-ce qu'on nous dit souvent ça? Non, pas du tout. C'est la communauté scientifique, dans son immense majorité, qui pose cela. Donc, premièrement, processus de prolétarisation, généralisé, perte de savoir, autrement dit. Deuxièmement, calculabilité généralisée. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est le calcul. Le capitalisme, c'est ce qui pose que tout est calculable. Ça, Marx l'a dit dès le début. Voilà. Et c'est ce qui pose que la calculabilité peut remplacer absolument toute activité humaine. Or, c'est faux. C'est faux pourquoi? C'est faux parce que si on lit un autre biologiste allemand qui s'appelle Ludwig von Bertalanffy, qui est aussi le théoricien de la théorie générale des systèmes, il montre, pour des raisons tout à fait scientifiques, à la fois mathématiques, systémiques, biologiques,
dans ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques, qu'un système qui est entièrement autocalculable se détruit inévitablement. Pourquoi? Parce qu'un système dynamique, c'est un système ouvert. Un système dynamique vivant, je veux dire. Un système dynamique vivant, que ce soit un organisme, je ne sais pas, comme un ver de terre, ou une société humaine, qui est une société vivante, où il y a du vivant, il y a des hommes, mais il y a aussi des animaux, des plantes, etc., sans lesquels cette société ne pourrait pas exister. Ça doit être un système ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert? Ça veut dire qu'il peut supporter les accidents de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'il peut compenser les effets de l'entropie en luttant contre eux, en inventant sans cesse, à travers quoi? Des savoirs, des choses nouvelles. Et bien, ce que montrent Marx et Engels, c'est que les savoirs sont détruits par le calcul. Donc aujourd'hui, à cette époque de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes, qui est ce que j'appelle le moment eschatologique de l'Anthropocène, c'est-à-dire la limite. Eschaton en grec, ça veut dire la limite. Nous sommes arrivés à la limite de l'Anthropocène. Ou bien nous réinventons des savoirs capables de produire ce que les théoriciens des systèmes appellent des bifurcations, et c'est ça le rôle du savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir? Le savoir d'une mère, c'est un savoir, la maternité, d'élever son enfant. Parental, plus généralement, pas simplement la mère. Mais je dis d'abord la mère parce que ça a été très étudié par Donald Winnicott et parce que par ailleurs la mère a un savoir que le père n'a pas. Porter un enfant, c'est apporter quelque chose que le père ne connaîtra jamais. Ce savoir de la mère, c'est la capacité qu'a la mère d'élever son enfant, quel qu'il puisse être, aussi singulier et à l'écart de la norme qu'il puisse être, et d'en faire parfois. Bon, moi je travaille avec une neuroscientifique qui s'appelle Marianne Wolf, qui est spécialiste de la dyslexie. Et elle rappelle que Léonard de Vinci, Thomas Edison, énormément de grands penseurs ont été des dyslexiques au départ, et que la compensation de la dyslexie les a conduits finalement à produire des choses géniales. Eh bien, le savoir d'une mère, c'est de créer les conditions pour accueillir, par exemple, la dyslexie de son enfant, et en faire quelque chose qui va devenir une chance pour l'enfant. Mais le savoir sous toutes ses formes, prenons le savoir artistique ou le savoir du physicien, c'est la capacité de tel physicien à remettre en question tout le savoir constitué, et à dire non, il faut aller au-delà, c'est-à-dire à éliminer tout ce qui sont les résultats des calculs qui ont été faits, des expériences, etc., à dire il faut bifurquer, il faut tout remettre en question. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui détruit. Alors, nous essayons de, comme disent souvent les gens de gauche, résister. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot. Il ne faut pas résister, il faut inventer. Résister, ça veut dire qu'on accepte la domination, on essaye de la limiter. Mais il ne faut pas du tout accepter la domination. Il ne faut pas du tout simplement la limiter. Il faut renverser la situation. C'est ça qu'on appelle un processus révolutionnaire. Et pour moi, la révolution, ce n'est pas des barricades dans les rues et tout ça. Ça peut être ça. Mais la révolution, c'est d'abord un processus de mutation intellectuelle, culturelle. Voilà. Vous savez, quand on dit une œuvre de Van Gogh est inestimable, ou ça dépasse l'entendement. Comment est-ce qu'il a? C'est le génie, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça dépasse l'entendement? Ça veut dire que ça dépasse le calcul. Il y a des choses qui ne sont pas calculables. Et la vie, par exemple, c'est pas quelque chose qui est calculable. Si vous essayez de comprendre comment la vie est émergée, c'était le problème de Schrödinger, qui essayait de comprendre comment la vie peut sortir de la physique. Eh bien, elle ne peut pas sortir de la physique, la vie. Il faut qu'il y ait un passage sur une autre échelle, et qui est une échelle justement de la biologie, qui est incalculable par la physique. Et c'est un passage, c'est un saut. Ce que je pose, moi, c'est qu'il est absolument fondamental d'avoir une recherche publique qui n'est pas finalisée par le gain, c'est-à-dire par les calculs d'amortissement, d'investissement à court et moyen terme. C'est aujourd'hui comme ça que fonctionne le marché. La France n'a pas les moyens toute seule de travailler. Moi, j'ai toujours été pour la reconstitution de ce qu'on appelait autrefois le noyau européen, l'Europe des 6. Voilà. Je pense qu'il faut réélaborer des politiques de recherche scientifique. Et je le pense, et par ailleurs, je suis en train d'organiser quelque chose, puisque nous proposons, pour commémorer, si j'ose dire, le 100e anniversaire de la fondation de la Société des Nations en 1920, après la Première Guerre mondiale, nous proposons de repenser l'avenir, non plus simplement des nations, de la Société des Nations, mais de la planète en totalité, de l'Anthropocène, à travers une nouvelle politique scientifique, mais aussi à travers une nouvelle politique juridique,
une nouvelle politique économique. Je prends le mot scientifique, si vous voulez, au sens large, y compris en y intégrant les artistes. Nous travaillons sur ce domaine avec la Serpentine Gallery à Londres. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut urgemment que se reconstitue au niveau de l'ONU, ce qui a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, ayant acté l'échec de la Société des Nations, qui n'avait pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, nous sommes confrontés aujourd'hui à une guerre qui n'est plus une guerre mondiale au sens de la Première et de la Deuxième, mais une guerre mondiale économique, qui est extrêmement dangereuse et qui peut entraîner une troisième guerre mondiale militaire, d'ailleurs, évidemment. Et nous pensons qu'il faut absolument créer, nous appelons ça, nous, une internation. Nous reprenons un terme de Marcel Mauss, qui en 1920 avait réagi à la fondation de la Société des Nations en publiant un petit texte qui s'appelle La Nation, où il parle de ce qu'il appelle l'internation. Et où il dit, la nation, ça ne peut pas être détruit, il ne faut pas détruire les nations. C'est une richesse. Moi, c'est ce que j'appelle la négantropie, c'est des localités négantropiques, mais il faut les faire travailler ensemble et pas simplement à travers le droit international, qui n'est que la gestion des carences du droit national dans le domaine de ce qu'on appelle le droit de suite ou ce genre de choses. Non, en créant un droit planétaire. Voilà. Mais un droit planétaire qui ne se substitue pas aux droits locaux. Voilà. Et qui est un droit qui va intégrer, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Marcel Mauss, la question de la négantropie. Si nous voulons négocier entre l'Amérique, la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, etc., un avenir possible pour l'humanité, il faut intégrer cette question de la négantropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aussi développer une nouvelle politique de recherche industrielle. Je dis bien de recherche industrielle, parce que nous sommes dans un état d'urgence. Il faut inventer une nouvelle industrie, une nouvelle économie, où la question fondamentale, c'est aussi de changer les modèles de l'économie actuelle. C'est-à-dire d'entrer dans une macroéconomie qui va reposer sur la valorisation de la négantropie. Aujourd'hui, la macroéconomie repose sur la valorisation de l'entropie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la valorisation de ce qui est destructif, de ce qui est toxique pour l'humanité. C'est pour ça qu'on est en train de tous s'intoxiquer. Diabète, cholestérol, stupidité fonctionnelle liée à l'information. Et on en est tous là, personne n'échappe à ça. Et tout le monde subit la pollution atmosphérique, le changement climatique. C'est une catastrophe absolue pour tous les habitants de la Terre. Il faut absolument développer un nouveau consensus. Mais ce consensus, ce n'est pas simplement une question de bonne volonté. Il faut produire de nouveaux concepts. Il faut donc produire de nouveaux agencements entre physiciens, mathématiciens, biologistes, juristes, économistes, philosophes, etc., citoyens, artistes. Et il faut développer ça dans une politique que nous appelons la recherche contributive. Qu'est-ce que c'est que ça, la recherche contributive? C'est une recherche que j'applique en ce moment même en Seine-Saint-Denis, sur le territoire de Plaine Commune, puisque nous travaillons avec Patrick Bravazek, mais aussi avec la Caisse des dépôts, des grandes entreprises, des grandes banques, et évidemment les universités du territoire et toutes sortes d'acteurs, les associations, etc., les PMI, les écoles, les collèges. Hier, j'étais à la mairie de Stein, voilà, pour discuter de ces questions, comment on peut, dans les collèges, implanter une nouvelle politique qui a affaire à ces domaines. Nous développons ce que nous appelons une recherche contributive. Qu'est-ce que c'est que cette recherche contributive? C'est une recherche qui d'abord fait travailler ensemble des disciplines tout à fait différentes les unes des autres, mais qui ont élaboré un consensus sur des objets qui leur sont communs, sur lesquels ils vont travailler ensemble, juristes, mathématiciens, biologistes, informaticiens, etc. Deuxièmement, ces disciplines qui vont travailler ensemble vont travailler sur des territoires avec des habitants. C'est une réactivation de ce qu'on appelait autrefois la recherche-action. Il y a 70 ans, on avait appelé ça comme ça. La recherche-action, ça consistait à poser que quand on travaille avec des êtres humains, qu'on fait de la recherche comme sociologue, par exemple, ou économiste avec des êtres humains, ces êtres humains, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des objets scientifiques qu'on peut manipuler comme ça. Donc il faut les intégrer à la recherche. Parce que ce sont des sujets et pas simplement des objets. Eh bien, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les technologies numériques, précisément, qui sont des technologies contributives, il est possible de constituer des communautés de savoir, de réinventer, de reproduire du savoir au niveau des territoires en état d'urgence, et de le faire dans des cadres d'expérimentation d'économie, de macroéconomie et d'économie industrielle, de microéconomie locale, etc., etc. En tout cas, Nietzsche a vu venir ces questions. Il les avait venir très très tôt, l'Anthropocène, il le voit venir. Mais si j'en parle là, c'est parce que Nietzsche a beaucoup parlé, en 1879 en particulier, dans Le Voyageur et son ombre, il a très bien vu que la combinaison entre la machine à vapeur, les transports, le télégraphe et la grande presse, la presse quotidienne qui apparaît à ce moment-là, allait
totalement bouleverser le monde. Et il pose qu'il va falloir un saut au-delà de ça, qu'il appelle Übermensch. Alors on a souvent vu ça comme le surhomme, non, c'est la surhumanité. C'est en fait un effort surhumain. Et l'homme doit être surhumain. C'est ça que dit Nietzsche. Mais en fait, il a toujours été surhumain. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est qu'il est toujours surhumain. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qui il est toujours en train de se dépasser. Quelqu'un d'autre dit ça presque au même moment, 20 ans plus tard, c'est Jean Jaurès, dans le premier éditorial de l'Humanité, qu'il faut lire, c'est extraordinaire. Il dit « L'humanité n'existe pas ». C'est très très important. Il ajoute « ou elle existe à peine ». Voilà. Et il pose que l'humanité, c'est ce qui doit s'inventer en permanence, c'est ce qui reste toujours à venir. Eh bien moi j'essaye d'articuler ça avec Nietzsche, voilà. Et de l'articuler dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est un contexte où nous avons à commettre un effort surhumain, qui est un effort intellectuel, mais pas simplement intellectuel. Un effort vital, un effort de savoir. Nous devons réinventer, nous devons réapprendre à vivre. Nous devons réinventer tout, y compris comment on mange, comment on fait la cuisine, comment on élève ses enfants, parce qu'on nous a tout désappris. Et le marketing, d'après la Deuxième Guerre mondiale, est une catastrophe. C'est un processus qui fait que nous nous déchargeons de tout, y compris d'enterrer nos morts, etc., sur des sociétés de services qui sont en fait des sociétés de prolétarisation. Aujourd'hui, il faut réapprendre tout ça. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en rejetant les technologies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle les survivalistes ou je sais pas quoi, qui disent voilà, on va réapprendre à vivre dans la forêt, à faire du feu, etc. Bon, c'est absolument grotesque pour moi ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'emploi va diminuer de plus en plus. Et Marx, dans ce texte sur les Grundrisse, ouvre une perspective tout à fait nouvelle. C'est comment on peut s'emparer de ces technologies pour réinventer le travail. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Comment on peut faire que, parce qu'aujourd'hui c'est un très très gros problème, l'automatisation diminuant, l'emploi diminue. Si l'emploi diminue, les cotisations sociales diminuent, les impôts diminuent, tout diminue et la structure devient insolvable, les marchés sont saturés, on va vers la surproduction. Donc il va bien falloir redistribuer des gains de productivité. Il va bien falloir redistribuer de l'argent. Et ça, nous pensons, c'est ça le projet de territoire de pleine commune, qu'il faut les redistribuer, ces gains de productivité, pour rendre aux gens la capacité à accéder à du savoir capable d'utiliser ces automatismes pour produire des bifurcations négantropiques. C'est-à-dire pour réinventer une économie luttant contre l'entropie. Et quand je vous dis que je travaille là-dessus, ça travaille y compris avec la Société Générale, qui est une banque spéculative, mais qui en même temps est consciente des dangers de la spéculation. Je pose la question, est-ce qu'on peut travailler avec la Société Générale, avec Orange, avec ce type de partenaires? Il faut impérativement travailler avec eux. Ils sont incontournables de toute façon. Ce sont eux qui maîtrisent tous ces processus. Il y a des gens tout à fait lucides dans ces structures, très inquiets d'ailleurs. Et il faut évidemment travailler avec eux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont réceptifs? C'est parce qu'ils savent très bien que si on n'invente rien, ils sont foutus. Ils disparaîtront. Donc, et là-dedans, il y a des tas d'ingénieurs, des techniciens, même dans le top management, il y a des gens extrêmement lucides sur ces questions, très très inquiets. Ils ne peuvent pas le dire. Hein. Ils ne peuvent pas le dire parce que s'ils le disent, ils se suicident. Je veux dire, ils se suicident professionnellement. Mais ils sont très lucides. Et par ailleurs, l'Europe a absolument besoin d'inventer un modèle nouveau. Aujourd'hui, il y a deux grands acteurs dans le monde, les États-Unis et la Chine. Je connais très bien la Chine, j'y enseigne. Aux États-Unis, il y a un modèle qui se développe et qui est piloté par les libertariens. Peter Thiel, ils sont aussi des transhumanistes, ce sont des gens extrêmement dangereux, qui aujourd'hui ont fait alliance avec Donald Trump, et qui sont dans une politique terrifiante d'abandon de la planète, puisque si vous regardez ce que dit Elon Musk, par exemple, voilà, il se prépare à quitter la planète. Ils ont intégré le fait que oui, ça ne sera pas vivable, mais on va partir ailleurs. C'est totalement diabolique, cette vision. Ce n'est pas du tout solvable, par ailleurs, hein, parce qu'une station sur Mars, si la Terre ne l'alimente pas, ça ne marche pas. Donc c'est du vent, c'est de la fiction. En Chine, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de transhumanisme comme ça, même s'il y a ce qu'on appelle maintenant un sino-futurisme, ça s'appelle comme ça, sino-futurism. Mais en Chine, il y a une politique, qui est une politique menée par le Parti communiste chinois, et qui se caractérise par le fait que, eh bien, on travaille sur encore des modèles à 20, 30 ou 40 ans. Et du coup, il y a des gens, la Chine est le seul pays qui investit dans des modèles alternatifs aujourd'hui, y compris dans les énergies renouvelables, etc. En masse, parce que la Chine a un cash flow absolument colossal, bien plus important que Google.
Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe doit essayer de développer une vision européenne nouvelle et négocier avec la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis, les plus farouches combattants des libertariens sont aux États-Unis aujourd'hui. En France, il y a très peu de gens qui combattent vraiment les libertariens parce que les gens ne les connaissent pas. Pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne connaissez pas. Vous le subissez. Nous sommes tous, autant que nous sommes, clivés. Alors ça, c'est pas nouveau. Si je disais tout à l'heure que Freud est très important, c'est parce que c'est lui qui l'a montré, même si c'est Lacan qui a produit le concept du clivage, mais qui a nommé ça comme ça. Nous sommes tous clivés. Qu'est-ce que je veux dire en disant que nous sommes tous clivés? Nous sommes tous constitués par un processus de dénégation. Nous n'avons pas envie de reconnaître la réalité de l'Anthropocène, parce que si on la reconnaissait, on ne pourrait plus dormir, tout simplement. On se dirait à quoi bon? À quoi bon les... Bon. Donc on se mettrait à picoler, à se shooter, ou on se foutrait par la fenêtre, ou je ne sais pas quoi. Donc on est tous pris dans un processus de dénégation, qui est catastrophique, parce que du coup nous ne faisons rien. Par moments, nous avons des accès de lucidité, et ces accès de lucidité peuvent nous donner de l'espoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Américains utilisent le mot « insight » pour définir les processus dans lesquels, par moment, on produit quelque chose d'intéressant. Ce que, par exemple, Donald Winnicott appelle la créativité. Les êtres humains sont par moments créatifs. Winnicott dit « une mère est créative », au sens où je parlais de la mère tout à l'heure, un enfant est créatif, et c'est la créativité qui fait l'être humain. Voilà. Ce sont des insights, on dit en anglais. Nous avons des moments d'insights. Nous avons des moments où nous considérons une situation qui paraît totalement désespérée, et tout à coup, il nous semble voir une possibilité d'espoir. Quand je dis ça, ce n'est pas théologique ce que je dis. Ça y ressemble un peu. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des questions ici, parce que quand on est confronté au désespoir, on a toujours des références théologiques qui peuvent arriver à l'horizon, prophétisme, etc., etc. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est plutôt d'une situation athéologique, au sens où Georges Bataille parlait de athéologie, où on doit être capable de produire des visions alternatives qui rouvrent des possibilités d'espoir. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en créant des communautés, à nous, si vous voulez, capables de s'emparer de ces questions d'entropie, de négantropie, de calculabilité, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême urgence où nous avons à inventer quelque chose de ce type-là. Le problème n'est pas de prendre des postures. Voilà, face au grand capital. Bien sûr qu'il y a le grand capital. Mais d'abord, il y a plusieurs types de grand capital. Et le grand capital européen, il est condamné à mort s'il n'apprend pas à travailler avec nous. Et donc, nous avons à faire des choses ensemble, intelligemment, lucidement, sans illusion, bien entendu, parce que tout ça est très complexe et il y a une finitude à ce genre de choses. Mais pour le moment, nous avons tous à sauver la peau de la planète. Donc, il faut absolument être capable, là, de produire, moi j'appelle ça une nouvelle rationalité. Nouvelle rationalité économique, l'économie est totalement irrationnelle, aujourd'hui elle ne fonctionne que par la spéculation. Nouvelle rationalité biologique, ce qu'on nous présente comme de la science biologique aujourd'hui, ce n'est plus de la science. Mais là, la question n'est pas simplement de dénoncer des malfaçons, si je puis dire, hein, des mauvaises façons de désigner les choses. C'est de construire, c'est-à-dire d'inventer. Donc, fondamentalement, il y a à mettre en place une mobilisation d'un nous qui croyons encore à la possibilité de l'humain, ou du surhumain, disons, de la sursaut. Moi, j'appelle ça le néganthropocène, parce que l'anthropocène, c'est l'augmentation de l'entropie, le néganthropocène, c'est l'augmentation de la négantropie, c'est-à-dire la réaffirmation, et en utilisant les algorithmes, les robots, etc., pour faire ce qui était l'enjeu des Grundrisse de Marx, pour moi. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, même si ça paraît tout à fait impossible. Mais j'ajoute un mot, dans un système, quand il arrive à sa saturation, sa propre transformation lui paraît structurellement impossible, parce qu'elle est incalculable. Donc si vous prenez les courbes, par exemple, vous les prolongez, c'est du calcul, hein, on ne peut pas s'en sortir. Si vous prenez les courbes de la démographie, du changement climatique, de la spéculation, etc., on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est précisément par quelque chose qui va casser ces courbes, voilà, les logiques de ces courbes, qu'il est possible de s'en sortir. Ça a toujours été comme ça. Tous les systèmes dynamiques ouverts ont été toujours produits par des bifurcations de ce type.